Écran.fr, le podcast, Erwan Cario, bonjour. Au sommaire, cette semaine, on va parler de soutien inattendu de Godard à un pirate revendiqué. On va parler de la mission parlementaire, la place de l'individu dans la révolution numérique. Et oui, le Parlement français s'intéresse enfin, on peut te dire, à ce qu'Internet apporte et les problèmes, la vie privée, tout ça. Le chronophage, la minute même qui promet d'être inoubliable. La TVA et le triple play, oui, les forfaits Internet vont peut-être augmenter dans les semaines, dans les mois qui viennent. On va vous expliquer pourquoi et que c'est pas très très clair tout ça. Et on finira avec Guillaume Raymond. Qui est Guillaume Raymond? C'est, vous connaissez peut-être ses vidéos. Il prend un amphithéâtre, il prend des gens avec des t-shirts de couleur et il en fait des jeux vidéo. Tetris, Pong sont déjà passés par là et aujourd'hui c'est Pac-Man. Mais je commence en accueillant l'équipe d'écran.fr. Oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à cette occasion, c'est génial. Ouais. Et Alexandre Herveau, bonjour Alex. Bonjour et tous. Andrea Fradin, bonjour Andrea. Salut. On commence évidemment avec l'internet bullshit de la semaine. Alors c'est pas de la semaine, c'était le vendredi, le vendredi non, c'est le jeudi je crois. Enfin bon, c'était le 2 septembre, c'était envoyé spécial. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Le sujet c'était les adolescents, on écoute le lancement. Peut-être en connaissez-vous quelques-uns autour de vous. Ils sont à Paris au début des années 2000, ils ont l'âge adulte et pourtant ils n'ont pas quitté leur doudou. Ils se déguisent avec le costume de leur héros et se régalent encore des bonbons et des friandises de leur enfance. On les appelle les adolescents. On les appelle les adolescents, voilà. Est-ce que vous en connaissez ? Non, uniquement via les émissions en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est quand même une espèce un petit peu bizarre. Alors, ce qui était drôle dans cette histoire, c'est que les adolescents, on peut chercher à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, le sujet était sur les geeks, parce qu'on pouvait remplacer à chaque instant le mot adolescent par le mot geek, et on avait un sujet sur les geeks. Sauf que les geeks trentenaires. Les geeks trentenaires, enfin, ces gens bizarres, oui. Voilà. Moi, j'en connais pas, je sais pas d'où ils viennent. Non. Enfin, leur but, on a senti que c'était un reportage donc, de Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac et Vincent Barral, et leur but, c'était de montrer que tous ces gens-là qui lisent des comics, qui vont sur Internet, qui jouent aux jeux vidéo, sont de grands enfants qui ne veulent pas grandir. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'après la diffusion du reportage, beaucoup de réactions, notamment celle de Arkham, qui est donc une librairie dans laquelle il y a une partie qui a été tournée. Et en fait, ils expliquent, donc les tenanciers de la boutique expliquent le jour venu, Davy, parce que Davy Mourier participait à cet envoyé spécial. David nous appelle pour nous dire qu'ils sortent d'un fast-food des Gobelins et qu'ils arrivaient. Ça commençait bien. Une fois chez nous, ça dure. On nous pose des questions vachement orientées car ce détenteur d'une carte de presse n'a qu'une seule idée en tête, le syndrome de Peter Pan. En gros, on veut pour lui retomber en enfance. Il n'en démord pas. Résultat, la seule chose qu'il ait conservée de ses rushs, c'est Philippe qui dit Casimir. Bingo. Voilà. Et c'est vrai que tout est orienté. On écoute un deuxième passage où enfin le journaliste arrive à sa conclusion et évidemment demande à un sociologue, forcément. Le refus du monde adulte. Et si c'était tout simplement ça, l'une des causes du phénomène adolescent? Nous avons posé la question à un sociologue qui a été parmi les premiers en France à étudier ces adultes, pas comme les autres. Ce phénomène, on croyait être simplement une lubie passagère ou une mode avec des petits objets, des nounours et des doudous, finalement, elle révèle quelque chose de beaucoup plus grand, qui est un mode d'adaptation et de survie à une société de plus en plus dure. Voilà, donc en fait, le problème, c'est qu'il faut toujours qu'on justifie pourquoi est-ce que ces grands enfants lisent toujours des comics, jouent aux jeux vidéo. Il faudra qu'ils apprennent que ça fait partie de la culture d'aujourd'hui et que, il n'y a pas besoin forcément d'avoir peur du monde réel et ce genre de choses pour apprécier tout un pan de la culture que les autres oublient surtout. C'est bien ça le souci. Ils devraient faire peut-être un reportage sur les adultes old school. C'est peut-être eux qui ont des soucis. Juste un truc parce que ça m'a fait beaucoup rire, il y a le blog Univers Marvel et autres comics, évidemment toute la communauté geek c'est un peu ligué contre je vous conseille d'ailleurs surprise. Je vous conseille le blog de David Mourier où il revient, il a fait une vidéo parodique de sa propre intervention dans Envoyé spécial. Donc le blog Univers Marvel et autres comics qui a titré Études comportementales sur le journalescent en milieu télévisuel et il a fait un lancement façon Envoyé spécial que je trouve absolument génial, donc j'ai essayé
vais vous le lire façon envoyé spécial. Oh oui. Ils sont journalistes et adolescents, refusent de travailler sérieusement, voire même de réfléchir au sujet qu'ils présentent. Ils vivent en cercle fermé et se contentent d'âner régulièrement des propos vides de sens. Ils sont le résultat improbable d'un croisement entre un marchand de tapis et Morandini. Ce sont les journalessants, cette nouvelle case de pseudo-journalistes sans déontologie, mais avec un sens inné du mauvais spectacle. Très très beau ton envoyé spécial. Bien visé. Voilà, donc c'était l'internet bullshit. On va continuer, c'est un peu plus sérieux. Donc James Clement, donc un pirate revendiqué, tu l'avais rencontré cet été à l'occasion d'un portrait pour Libération. Un portrait dans Libé, je l'avais rencontré en juillet, donc c'était dans le Gard, à Barjac pour être précis, c'est à peu près à 1h30 de route d'Avignon. C'était en plein festival d'Avignon d'ailleurs, donc il y avait une population, une concentration de gens de la culture avec un C majuscule dans les environs. Donc moi je suis allé à Barjac voir James Clement et son portrait effectivement est paru le 11 août ou le 10 août je crois dans Libé, qui s'appelait Fichiez-moi la paix. Je sais pas qui a trouvé le titre mais c'était un très bon titre. James Clement qui c'est un photographe et un internaute qui a 37 ans et qui en 2005 s'est fait flasher comme on dit par un employé assermenté des ayants droit. Voilà. Il s'est fait pécho, il téléchargeait beaucoup et il le fait d'ailleurs toujours et il le revendique, beaucoup de MP3 via Soulseek je crois. Un logiciel pour télécharger et il s'est fait repérer donc avec plus de 13 000 MP3 sur son disque dur, gendarmes qui viennent chez ses parents, etc., perquisition et tout. L'aventure judiciaire commence donc pour lui avec pas mal de procès, d'appels, etc. Et en fin de compte, je vous la fais courte parce que vous pouvez aller lire le portrait sur écran, donc il est condamné à payer au total une somme de 20 000 € à partager entre deux sociétés d'ayants droit, la SACEM et la SDRM. Seulement, il n'est pas hyper solvable, monsieur. Il n'est pas hyper solvable, on pourrait même dire qu'il est fauché comme les blés. Et surtout que quand bien même on lui donnerait 20 000 €, quand bien même il trouverait 20 000 € dans son jardin ou gagnerait l'auto, il ne paierait pas question de principe, d'idéologie on va dire. C'est un mec qui a beaucoup travaillé notamment avec les SDF à Bruxelles pendant un moment, etc. Enfin bon, c'est quelqu'un d'assez, c'est pas le pirate adolescent boutonneux, excusez-moi pour ces clichés honteux, c'est pas vraiment le branleur qui va faire ça juste parce qu'il aime bien télécharger. Voilà. Il y a un vraiment côté de militant, d'accès à la culture, etc. Un activiste du domaine, totalement. Il a notamment, je sais pas, il s'est engagé, je parlais tout à l'heure de son combat auprès des sans-abri, mais aussi pour l'énergie libre, donc rouler à lui, etc. Enfin bref, c'est quelqu'un d'assez carré là-dessus. Et donc voilà, le portrait paraît, où on parle un peu de ce brave James Clement qui compte aller avec son avocat qui défend les faucheurs volontaires, c'est difficile à dire, comme José Bové, etc. Ils veulent aller à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, pour attaquer la France, pour faire appel de son jugement. Et pour ça, il a besoin un peu d'argent. Donc il a fait un appel aux dons via Internet, il a reçu quelques sommes hyper importantes. Hyper importantes, c'est vrai. Son message avait été relayé par différents sites et différents partis, comme le Parti Pirate par exemple. Et le portrait paraît donc en août. Et la semaine dernière, James Clement, qu'on a donc recontacté, je l'ai au téléphone il n'y a pas très longtemps, James Clement reçoit un mail d'un producteur de cinéma qui, entre autres, produit un petit cinéaste qui a eu son petit succès dans les années 60 qui s'appelle Jean-Luc Godard. Rien que ça. Voilà. Et Jean-Luc Godard a donc lu le papier a priori dans Libé et s'est pris d'affection et a voulu vraiment filer un coup de main à James Clement. James Clement qui doit avoir besoin environ de 5 000 € pour ses frais de justice. A priori, ça va être une longue procédure sur 2 ans. Et Jean-Luc Godard a donc sorti son carnet de chèques et lui a filé 1 000 €. Voilà, 1 000 €, ce qui représente sur la somme totale nécessaire une bonne partie on va dire, et puis c'est surtout le geste qui est important évidemment. On savait que Godard était contre Hadopi. Oui, c'est vrai qu'il a eu donc Godard a eu plusieurs interviews où il a fait part de son opposition contre Hadopi et même plus généralement contre un système de droit d'auteur qui juge par héritage, par des choses comme ça. Il a plein d'exemples à la clé, que ce soit aussi bien pour les gens qui font payer le droit pour filmer la Tour Eiffel parce qu'ils ont fait les éclairages que pour les héritiers de grands compositeurs classiques, etc. Donc James Clement a eu la bonne surprise de retrouver 1 000 € par le réalisateur d'À bout de souffle, ce qui est plutôt pas mal comme signe. C'est pas trop mal. Et puis donc, du coup, ça remet un petit peu sur le devant de la scène son combat et ses mésaventures, parce qu'évidemment, le fait que Godard lui apporte son soutien, ça a créé une espèce de médiation. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Je crois même qu'il y a certains sites américains qui commencent à relayer un peu la nouvelle. Du coup, qu'est-ce que ça va changer pour lui ? Ça va sans doute lui permettre d'accumuler encore un petit peu de pactole pour pouvoir mener son combat judiciaire. Et accessoirement, à l'heure qu'Hadopi va commencer à envoyer ces fameux mails qu'on attend toujours avec une impatience démesurée, ça risque de remettre sur le devant de... C'est ballot, Hadopi était même pas au sommaire aujourd'hui. Désolé, il fallait que
le mot sorte, hein, c'est comme ça, habituez-vous. Et du coup, voilà, ça va encore une fois donner à manger pour les débats droit d'auteur à outrance, etc. Ouais. Donc on en reparlera sans doute. Sans blague. Non, je crois que on n'y échappera pas de toute façon. C'était la semaine dernière, la mission parlementaire, donc la place de l'individu dans la révolution numérique. Ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre encore une fois le mot révolution. Mais oui, Internet est arrivé en France il y a 3 mois en même temps. En 2010, on parle encore de révolution numérique. Il faudrait peut-être trouver un autre mot. Enfin, je sais pas, c'est une proposition. Bref, c'est pas le sujet. C'est Patrick Bloch du PS et Charles-Ange Ginesi, c'est ça, qui s'occupent de cette mission. Oui, ce sont les co-rapporteurs de la mission, donc une mission d'information parlementaire comme il en existe beaucoup, chargée donc de réfléchir à la place de l'individu dans la révolution numérique. Concrètement, ils s'interrogent sur le droit à l'oubli, sur Internet, le respect de la vie privée, la protection des mineurs, etc., pour ne citer que ces exemples. Et la semaine dernière, ils ont entendu 2 grosses sociétés, Facebook et Google. Rien que ça. Rien que ça. En une seule session, hop. Voilà, allez hop, on passe Google, on passe Facebook. Donc ça a été assez rapidement, moins de 2 heures. Ça n'a pas été très édifiant, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de langue de bois. Mais bon, on a pu voir l'argumentaire officiel de Facebook et de Google face à ce qui leur était souvent reproché, notamment pour Facebook. On sait que Facebook est depuis longtemps critiqué pour ses paramètres de confidentialité, notamment... Ils ont une tendance à changer tous les 6 mois, sans prévenir personne. Et, c'est vrai, voilà, à chaque fois, c'est un utilisateur lambda qui regarde, parce qu'il y en a 1 sur 1 million qui regarde. Mais bon, c'est vrai, il y a 400 millions d'utilisateurs, donc forcément 500 pardon. Il paraît. Il paraît. Voilà, on va faire des arrondis. Donc il y en a forcément un qui tombe dessus et voilà, on se rend compte que ça change, que tous les paramètres passent au vert, que d'un coup on était protégé et puis on se retrouve avec en faisant pas attention et en cliquant sur un OK, on se retrouve avec tous nos trucs accessibles depuis Internet. Oui, c'est ce qui s'était passé en décembre dernier. Et c'est vrai que même pour aller régler les configurations de sécurité, c'est très opaque, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de sites qui sont le relais, qui mettent des vidéos pour montrer comment on fait, donc c'est pour dire. Tuto. Et oui, voilà, carrément, il faut des tutoriaux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est donc les représentants du site ont manipulé les belles paroles, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ces problèmes, qu'ils essayent d'être plus simples et plus clairs, mais en même temps, ils n'arrêtent pas d'insister sur les côtés positifs de Facebook, c'est-à-dire que, bon, oui, il y a des côtés obscurs, mais quand même... on peut se faire des amis. Voilà, Facebook, c'est très bien pour rencontrer d'autres personnes, pour se faire des amis, pour montrer des photos, etc. Et c'est vraiment sur ça qu'ils ont... Voilà. Ils ont vraiment... Oui, voilà. Ils ont vraiment insisté sur ce point, et notamment sur le fait, l'un des députés, donc... Charles-Ange Ginesi leur demandait pourquoi ils n'optaient pas pour un système fermé de paramètres de confidentialité qui permettrait de régler le problème, en fait. Ce qui était le cas au tout début de Facebook, si je me souviens bien. En fait, quand on crée une page Facebook, l'adresse Internet, c'était ce profil est protégé. Enfin voilà, c'était par défaut, enfin pratiquement par défaut, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors que maintenant, le système est ouvert, c'est-à-dire que l'utilisateur qui crée son compte doit aller régler s'il veut fermer certains de ses paramètres. Donc en fait, le représentant de Facebook n'en démord pas. Le premier objectif du réseau social, c'est d'aider les gens à se connecter entre eux, ils sont sympas. Et surtout, l'ouverture est ce qui fait que le réseau social est social. Donc, sur ce point-là, très concrètement, à mon avis, ça ne va pas changer. D'accord. Et côté Google ? Alors, côté Google, pareil, l'audition des représentants de Google France était très, très scolaire. Ça a consisté en l'exposition des chartes de bonne conduite qui ont été signées avec des ONG, des associations, divers outils mis en place sur YouTube, sur le moteur de recherche, etc., pour protéger les données privées de l'individu. Donc, pareil, rien de nouveau à ce niveau-là. Ce qui est marrant, c'est qu'au même moment, il y avait Eric Schmidt, le grand patron de Google, qui était en France, qui était à Paris, où il avait fait, on en avait parlé sur écran aussi, de belles annonces, mais plus ou moins les mêmes qu'il avait faites déjà il y a 4 ans. On va faire un centre de recherche en France. On va faire un centre de recherche, on va faire une nouvelle unité de développement, on va faire un centre culturel, quelque chose dans le genre. Des financements aux filières scientifiques, aux startups, enfin bon, tout plein d'annonces. Pareil, on reste dans les bonnes intentions, etc. Mais le problème, c'est que malgré cet enrobage de grandes déclarations, que Google est venu tendre la main aux Français, que les ordinateurs vont tous nous rendre meilleurs, etc. Malgré cela, malgré le ton solennel,
On manque déjà d'informations sur le montant des investissements. On sait juste que ce sera plusieurs millions. Et comme tu le disais, en 2006, il avait fait à peu près la même annonce. Et en 2008 aussi. Et donc, on a un petit peu peur que ça se fasse pas, quoi. Ça aurait été rigolo qu'il se fasse recevoir par la mission parlementaire. Il aurait pu notamment s'expliquer, parce qu'il a eu quand même quelques phrases mémorables. Éric Schmitt, notamment, une phrase qui disait, grosso modo, que si vous avez des choses que vous avez faites que vous aimeriez pas voir sur Internet, eh ben, vous n'aviez qu'à pas les faire. Hein, c'était en résumé, c'était ça. Maintenant, de toute façon, la vie privée, il faut oublier. De toute façon, c'est le grand credo qu'on va avoir dans les années à venir. C'est la vie privée, c'est fini. Et de toute façon, on aura... De toute façon, pour Éric Schmitt, l'anonymat, c'est fini. Sur Internet, d'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est vrai qu'il est un petit peu provocateur. D'ailleurs, les représentants de Google France ont été appelés à se prononcer et à interpréter le discours de leur boss dans le cadre de la mission. Et ils ont ça a dû être rigolo, ça. Oui, ils ont été un petit peu embêtés. C'est vrai qu'Éric Schmitt, il s'y connaît bien. Il sait de quoi il parle quand il parle de la vie privée terminée, puisque vous pouvez encore et toujours lire le blog de sa maîtresse, qui avait écrit un blog assez sympathique. Transparence totale. Voilà, oui. Quand ils avaient fait une petite escapade au festival Burning Man entre amoureux, tout ça, enfin bref. Tout ça. C'est un romantisme. Vive la vie privée, surtout pour eux. On passe au chronophage de la semaine. C'est une réalisation de Amoumou. Vous l'avez peut-être... Enfin, de toute façon, ça va vous dire quelque chose si vous avez suivi notre première émission. C'était à Japan Expo. Et c'était les deux premiers, c'était les jeux du premier semestre 2010. Donc cette fois-ci, c'est Robots Want Fishy. Donc on connaît l'histoire, un petit robot, quelque chose à récupérer, soit un chat, soit un chien, soit un poisson qui est juste à côté. Juste à côté de lui, mais problème, il ne peut pas y accéder. Voilà, donc c'est toujours pareil. Au début du jeu, on a l'objet de notre convoitise qui est vraiment juste à côté, mais pour le récupérer, il faut ouvrir une passerelle, quelque chose. Et cette passerelle, on peut l'ouvrir que en obtenant un ensemble de pouvoirs et dans différents mondes de la même plateforme. Donc c'est exactement le même principe que dans les premiers opus de la série. On obtient des pouvoirs, donc on peut aller dans l'eau, on peut jeter des bombes, et ce qui nous permet de battre des gros monstres, des espèces d'aliens aux couleurs flashy, et au fur et à mesure, donc on peut récupérer le poisson. Le poisson qui n'est pas pour le robot, mais pour le chat. Un level design, enfin une construction du jeu toujours aussi excellente, c'est-à-dire que c'est un seul grand niveau, mais on a accès aux différentes parties au fur et à mesure qu'on récolte les bonus. Voilà. Ça peut être les bombes, les boucliers, les doubles sauts, tout ce genre de choses. Et donc c'est une réalisation de Amoumou qui a fait principalement cette série et vraiment de la création de jeux aux petits oignons. C'est vraiment très belle série. Ouais. Voilà, c'est Robots Want Fishy à retrouver évidemment sur la rubrique chronophage d'écran.fr. C'est comme chaque semaine, mais on le répétera parce qu'on n'a pas peur. On va répéter les choses. Allez, maintenant on va tous chanter ensemble. Alors je vous préviens, auditeurs, chers auditeurs, si vous ne voulez pas que vos oreilles aient ça tout le reste de la journée, voire de la semaine. Et arrêtez maintenant. Enfin, je sais bien que vous allez pas le faire. Mettez sur mute. Non, mettez sur mute. Enfin, quelque chose. Le mème de la semaine, c'est la minute même. Ça s'appelle Trololo ou Trololololo ou Trolololololo. Enfin voilà. On écoute ce que ça donne. Trololo donc, alors qu'est-ce que c'est que ce Trololo ? Eh bien cette vidéo elle date des années 60 évidemment, c'est une vidéo russe. On entend donc Edward Anatolievich Hill, donc chanteur de vocalise, donc qui est un style de chanson, c'est pas les vocalises, les tentatives, enfin les exercices, c'est vraiment un style en Russie. Un style, voilà. Donc, novembre 2009, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'utilisateur de YouTube Real Papa Pete a uploadé cette vidéo avec le titre I am very glad because I'm finally back home. Je suis très content parce que je suis enfin de retour à la maison. Et donc, voilà.
Elle vivote, pour ainsi dire, personne ne la voit, jusqu'en, et là c'est le phénomène même habituel, un certain Reddit. Reddit, on connaît, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de vote sur des vidéos, des choses comme ça. Aussi, on connaît dig.com, Reddit c'est un peu la même chose, sur des photos, sur des liens hypertextes, sur des liens, sur des sites, j'allais dire, et les utilisateurs votent, et alors ça a eu un succès. Ensuite, voilà, c'est devenu un mème classiquement, c'est-à-dire que ça a été repris par le Huffington Post, ça a été repris par Boing, et là c'est l'explosion évidemment. Tout le monde s'y met et les petits malins s'y mettent aussi, et plein de dérivés. On a fini par l'appeler donc les trollolololo, comme je l'ai dit, le Russian Rickroll. Alors bon, parfait. Hein, donc on connaît le Rickroll. Donc c'était il y a 1 an ou 2 déjà, 2 ans. C'était le fait de faire un faux lien vers la vidéo Never Gonna Give You Up de Rick Astley, et c'était devenu un jeu sur internet. On mettait un lien, oh regarde la dernière sextape, et puis paf, tu cliquais et tu arriverais sur la vidéo de Rick Astley. Donc là c'est le Russian Rickroll, et même le communiste Rickroll. Évidemment, on vous l'a déjà expliqué, comme à chaque fois, les mèmes, c'est plein de dérivés, et on a beaucoup aimé celui-là où alors il faut comprendre que en fait, dans la version vidéo, le mouvement des lèvres ne correspondait pas du tout aux vocalises qu'on entendait. Et donc, quelqu'un s'est amusé à reproduire le son qui devait effectivement sortir de la bouche de Edward Hill. Et on écoute ce que ça donne. Ouais, c'est voilà. C'est très très bon. C'est très très bon. Et pourquoi? Alors parce que oui, ça date en fait le phénomène même date de début 2010, mais il continue. Ce week-end, il n'y a pas plus loin que ce week-end, on a eu le droit aussi, et ça c'est assez exceptionnel, à une formidable version 8 bits. Ouais. On voit ce que ça donne. Et ça va pas être facile. Et la transition est toute trouvée pour parler de la TVA. Alexandre, voilà. Merci beaucoup. Oui, nous allons parler de la TVA, et pas de la n'importe quelle TVA, pas celle de votre baguette ou de votre pot de confiture, mais celle des offres triple play de vos fournisseurs d'accès à Internet. Alors, il faut savoir que, vous le savez sans doute déjà, la France, c'est un des pays les plus attractifs au monde en termes de tarifs pour les abonnements ADSL. Pardon, j'ai toujours un accent russe dans la tête, je vais revenir sur Terre, t'inquiète. Et reviens. Voilà, donc les forfaits Internet, 30 €. Voilà, 29,90 en général. Et grosso modo, on va dire, pour rester poli, en fait, la TVA sur ces forfaits-là, elle n'est pas la même, on va dire, sur tous les services proposés. C'est-à-dire que la TVA sur la partie télévision de vos offres triple play est inférieure, elle est à 5,5%, elle est inférieure à celle de la téléphonie illimitée et donc, de la DSL. Jusqu'ici, 50% des 30 € étaient imposés, étaient taxés à 5,5, et l'autre moitié était taxée à 19,6. Exactement. Et là, la Commission européenne a un petit peu gueulé, mais juste un petit peu. Juste un petit peu. Elle a genre fait... Et la France a réagi comme ça, elle avait fait... En fait, elle a fait une espèce de... C'est ridicule. Explique les institutions européennes avec des grognements. Avec des onomatopées, excusez-moi. Non mais c'est un truc... Il y a des gens qui nous reprochent de faire de écran pour aveugles dans le podcast, comme ça on y va vraiment pour... Voilà, c'est ça. Je m'en remettrai pas. Donc du coup, la Commission européenne, comme tu le disais, a suggéré à la France de revoir un petit peu la façon dont on s'était taxé. C'est-à-dire que grosso modo, c'est la 4e fois je crois dans cette émission qu'on a un grosso modo, c'est pas grave, on continue, on n'a peur de rien. La Commission européenne demandait que la télévision taxée à 5,5, elle est pas contre, mais que ça doit considérer je vais y arriver, que le tiers du prix. Voilà, c'est-à-dire un tiers des 30 €. Offre triple play, 3 services, la DSL, la télévision, le téléphone. Donc que ça ne constitue pas la moitié
de l'offre. Sauf que la France, ça va être difficile, je sens, cette chronique. Sauf que la France a été un petit peu au-delà des attentes de Bruxelles, en décidant de plafonner direct à 19,6 toutes les offres, tous les abonnements ADSL. Mais pourquoi Parce que les caisses sont vides, monsieur. Voilà. Les caisses sont vides. Nous sommes en 2010 et il faut trouver de l'argent. Alors bon, il y avait toute une histoire avec Canal, mais j'ai oublié exactement ce que je voulais raconter là-dessus. Mais en fait l'histoire c'est que arrête. C'est que l'émission, la partie télévision à 5.5, c'est issu de Canal+ en profitait avant, et donc c'est pour ça que les opérateurs en 2003, quand la télévision est arrivée par ADSL, ont obtenu une part à 5.5. Mais Canal+ la conserve, parce que il faut pas embêter le cinéma et tout ça, c'est bien normal d'ailleurs. Mais en fait, les fournisseurs d'accès, eux, en fait, oublient, c'est fini. Alors, ouais, ça va leur passer sous le nez, sachant en même temps que même s'ils avaient une TVA réduite pour la télévision, ils avaient aussi des obligations de payer au CNC, enfin en tout cas un groupe qui dépend du CNC, pour la création, pour faciliter la création, pour financer la création audiovisuelle en France. Et du coup, la conséquence de ce changement, de cette augmentation de la TVA, pour le FAI, c'est sûr, ça va faire de l'argent en plus à dépenser. Pour le client, ça peut vouloir dire une augmentation de 2 à 3 euros par mois sur le forfait. Et dernier groupe de personnes à pouvoir avoir des conséquences assez fâcheuses là-dessus, c'est justement la création. Parce que si d'un côté, on enlève le régime de faveur, le régime fiscal de faveur au FAI, en leur disant non, vous allez payer plus cher, d'un autre côté, les obligations qu'ils ont vis-à-vis de la création, ils vont peut-être pas forcément être très très chauds pour les respecter à nouveau. Donc ils vont sans doute essayer d'aménager un peu justement cette obligation-là. Donc rien n'est fait pour l'instant, même si c'est sûr qu'a priori la taxe va augmenter, reste à savoir quelles conséquences ça aura. Et quand je disais tout à l'heure que ça pourrait faire augmenter de 2 à 3 euros par mois le tarif des forfaits, c'est pas encore sûr, parce qu'évidemment ils veulent pas se tirer une balle dans le pied non plus. Parce que le premier, c'est toujours la même chose, le premier qui va augmenter son forfait risque quand même de se prendre une vague de désabonnement pour aller à la concurrence qui ne l'aura pas fait. Exactement. Du coup, a priori, on peut quand même espérer ne pas pâtir trop de cette formule-là. Reste à savoir si après, l'innovation avec le développement de la fibre optique, etc., si les caisses sont, j'allais pas dire vides, mais moins remplis des opérateurs, ils n'auront peut-être pas non plus trop envie de dépenser trop dans le R&D. Enfin voilà, à suivre. Et c'est une transition toute trouvée pour parler de Pac-Man. Exactement. Voilà. C'est dingue. Non, alors c'est Guillaume Raymond. Guillaume Raymond, je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, nous, à écran, on a suivi depuis longtemps ce qu'il fait. Ça a commencé avec Pong, Tetris. Et alors aujourd'hui, elle est toute récente. C'est Pac-Man. Et on voit ce que ça donne. J'adore, c'est toujours comme ça. Dès que c'est fait à la bouche, c'est mieux. C'est vocalise aussi, on reste, c'est une thématique. On reste dans le trollolo. Guillaume Raymond, donc en fait son principe c'est de prendre un amphithéâtre, un jeu vidéo, des gens avec des t-shirts colorés et on fabrique et comme ça. Tu l'as eu au téléphone, André. Oui, justement on aimait beaucoup le résultat, toujours très réussi, ces merveilleux bruitages à la bouche, et on avait envie d'en savoir plus. Et on est allé papoter donc avec Guillaume Raymond, qui est un artiste franco-suisse qui réalise ses vidéos dans le cadre d'un projet intitulé Game Over. Et il nous a expliqué que, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant ces vidéos parfaitement millimétrées qui fonctionnent très très bien, que c'est pas lui qui est chef d'orchestre en disant toi tu te déplaces là, toi tu te déplaces là, mais ce sont les humains pixels qui décident de jouer. C'est-à-dire que lui, il est metteur en scène du jeu, et en fait les pièces par exemple d'un Tetris ou la balle ou les raquettes d'un Pong ou le Pac-Man sont les acteurs. Exactement. Et donc ils choisissent où ils vont. Voilà, c'est un maître du jeu. Un joli bordel quand même. C'est pas tant que ça en fait, parce que les participants se voient sur l'écran, donc c'est une salle de cinéma dans laquelle ils sont assis en randonnion, et ils se voient, ils connaissent les jeux, puisque ce sont de grands classiques, c'est l'intérêt de son projet, et ils connaissent les règles du coup, donc ils jouent.
il se voit, il joue. Et c'est pour ça que ça marche si bien en fait. Mais finalement, alors le mec qui joue Pac-Man, le petit mec avec son t-shirt jaune, il est pas si mauvais à Pac-Man parce qu'on a vu qu'il avait une petite stratégie. Il foire un petit peu au début quand même, il se fait bouffer assez vite, mais après il le prend, il fait attention et tout ça. C'est vrai que je sais pas ce que je donnerais moi à jouer Pac-Man sur un amphithéâtre. Mais c'est assez génial, surtout que les participants au début savent pas du tout à quoi s'attendre et ils s'attendent à passer des heures assis, à aller à gauche, à droite en fonction des indications. Mais pas du tout, et ils se prennent vraiment au jeu. Et il me disait au téléphone que ça pourrait durer des heures, des dizaines d'heures durant. Tu me racontais tout à l'heure que, par exemple, pour la partie de Tetris, les gens étaient trop bons. Voilà, exactement. Ça faisait 2h30 qu'ils jouaient et ils s'amusaient à fond et tout. Et Guillaume Raymond a dit non, mais vous gagnez trop facilement. Donc il a corsé un petit peu le jeu en mettant plus de participants, en bloquant un petit peu le passage. Et ils ont essayé de se dépatouiller de ça, comme une vraie partie de Tetris bloquée, en supprimant des lignes, etc. Sauf qu'un bloc bleu est arrivé et a bloqué tout le jeu. Et là, la salle a hurlé. Non, c'est pas possible. Ils étaient dégoûtés de perdre. Donc ça marche très très bien. Eh ben, en tout cas, on attend forcément. Il t'a pas dit sur ses prochains projets. Non, parce que ça dépend des demandes des festivals en fait. Il fait ça que dans le cadre de festivals, puisque c'est vraiment un côté participatif qui l'intéresse. Et il projette donc le résultat, mais aussi le making of dans le cadre de ces festivals. Et pour le moment, il n'a pas d'autres demandes en fait. D'accord. Guillaume Raymond, de toute façon, on suit ce que ça donne. Vous pourrez retrouver l'interview sur écran.fr. On a presque fini. Mais on va conclure comme à chaque fois avec le trailer de la semaine. Le trailer qui envoie du pâté, comme on dit, qui est un trailer de film indonésien le film s'appelle Meranto. Pourquoi on le passe ? Parce qu'il est très bien déjà comme trailer, alors qu'on l'avait déjà signalé dans Trailer Est-il il y a quelques mois sur écran. Mais on le passe parce que c'est le premier long métrage à être diffusé cette année, cette saison, dans le cadre de l'Absurde Séance. Donc l'Absurde Séance à Paris, il y a plusieurs versions. Absurde Séance, qu'est-ce que c'est ? C'est un rendez-vous hebdomadaire au Nouveau Latina, un cinéma près de Beaubourg, où ils font des séances de minuit, les vraies séances de minuit, avec des coups à boire gratos juste avant, où ils passent des films de genre, des séries B, des avant-premières, des nanars, des rencontres avec les réalisateurs et tout. Et donc là, ce film de castagne indonésien qui est décrit comme un mélange entre Ong Bak et je ne sais plus trop quoi, voilà, Rastignac au pays des mandales. Ça fait l'ouverture samedi soir à minuit. On fait un partenariat avec eux et ça risque d'être drôle, on vous en reparlera. Mais d'abord, on va écouter la bande-annonce. Alors voilà. Les dialogues ont... Ah oui, non, mais alors au niveau des dialogues, par contre, faut s'accrocher un peu. On parlait de Godard tout à l'heure, mais on n'en est pas loin. Non, mais on est vraiment dans les onomatopées entre ton Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des velléités de mise en scène, même si vous en avez pas, si vous avez juste une caméra et un peu de temps à perdre et envie de vous amuser, on vous conseille de vous y mettre à faire des bandes annonces un peu comme celles qu'on entend, ou pas du tout, des trucs plus drôles, etc., plus légers. Façon Grindhouse, voilà, cinéma de quartier d'exploitation, parce qu'on va faire une nuit Grindhouse avec l'Absurde Séance où il y aura sans doute l'avant-première de Machete de Robert Rodriguez. Ce sera dans quelques mois, donc il y aura un concours. Il y a des gens assez sympathiques qui se sont déjà mis sur le coup, donc n'hésitez pas, il y aura des trucs à gagner, des projections et ce sera drôle. On en reparlera forcément. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment sur écran.fr et sur No Life. Ciao. Salut. Ciao. Oh là 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 là.